Il y a un tuyau en cuivre qui dépasse de la terre au centre de notre potager. Il a coûté exactement 1,97 $. Nos voisins le fixent du regard depuis des mois. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce tuyau est la pièce finale de quelque chose qui va beaucoup plus en profondeur. En dessous se trouvent deux couches cachées, et ensemble, ces trois éléments font ce qu'aucun sac d'engrais n'a jamais fait. Le potager s'arrose tout seul. Il protège nos tomates du mildiou. Il génère une charge électrique mesurable qui repousse physiquement les limaces. Et il devient plus fertile chaque année, et non l'inverse. Nous n'avons pas inventé cela. Une version de ce système nourrissait une civilisation entière en Amazonie il y a 2000 ans. Un horloger écossais en a prouvé la moitié électrique en 1841. Un professeur français en a découvert accidentellement la moitié antifongique en 1885 et une équipe de l'université Northwestern en a confirmé la moitié biologique l'année dernière. Ce ne sont pas quatre astuces distinctes, ce sont quatre pièces du même système. Un système qui a été discrètement mis de côté par une industrie qui s'enrichit lorsque le sol reste affamé et que les jardiniers reviennent sans cesse, le portefeuille ouvert. Mais avant de révéler le système complet, si vous en avez assez de payer pour des engrais toxiques, nous avons élaboré pour vous un plan de récolte Z gratuit. Il révèle 7 engrais à coût zéro qui surpassent réellement tout ce que vous connaissez, ainsi que la méthode paresseuse sans creuser qui élimine définitivement le désherbage. L'un de nos lecteurs a utilisé l'astuce de l'engrais à l'intérieur, et son jardin a poussé 2 fois plus que celui de ses voisins. Pour obtenir un accès instantané au plan et à une astuce de jardinage oubliée chaque semaine, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran dès maintenant. Si vous regardez à la télévision, ouvrez simplement l'application appareil photo de votre téléphone et maintenez-la face à l'écran. Un bouton jaune devrait apparaître. Maintenant, nous pourrions simplement vous montrer comment enterrer un tuyau en cuivre et appeler cela une vidéo. Mais le tuyau ne fonctionne aussi bien qu'en raison de ce qui se trouve en dessous. Si nous sautons les couches inférieures, vous construisez un toit sans mur. Alors, voici le plan. Nous allons vous montrer chaque couche de bas en haut, la science qui la sous-tend, l'histoire qu'ils ont enterrée et exactement comment les empiler. D'ici à ce que nous arrivions au tuyau en cuivre, vous comprendrez non seulement ce qu'il faut construire, mais aussi pourquoi cela fonctionne si bien qu'une industrie entière préférerait que vous ne le découvriez jamais. Commençons par le bas. En Allemagne et en Europe de l'Est, les agriculteurs enterrent du bois sous leurs plates-bandes depuis des siècles. Ils appellent cela la Hügelkultur. Cela signifie la culture en butte. La technique a été popularisée par un agriculteur autrichien nommé Sepp Holzer, qui a construit des jardins productifs à des altitudes alpines, où tout le monde disait que l'agriculture était impossible. Mais la pratique elle-même est beaucoup plus ancienne. Les agriculteurs de toute l'Europe centrale le faisaient depuis des générations sans manuel et sans nom. Enterrez le bois. Regardez ce qui pousse. La méthode est simple. Creusez une tranchée ou empiler des bûches sur le sol. Empilez des branches, des feuilles et du compost par-dessus. Recouvrez le tout de terre et plantez dedans. Ce qui se passe ensuite est là où la science commence à se complexifier. Le bois enterré commence à se décomposer. En se dégradant, il absorbe l'eau comme une éponge. Une seule grosse bûche peut retenir plusieurs fois son propre poids en humidité. Pendant les périodes de sécheresse, cette eau stockée remonte dans le sol environnant, gardant les racines hydratées sans une seule goutte provenant d'un tuyau d'arrosage. Les jardiniers qui construisent ces plates-bandes avec suffisamment de masse de bois signalent qu'ils n'ont plus du tout besoin d'irrigation après la 2e année. Une plate-bande qui s'arrose toute seule en n'utilisant rien d'autre que l'eau de pluie stockée et libérée lentement par le bois en décomposition. Pas de goutte à goutte, pas de minuterie, pas de facture d'eau.
Mais l'humidité n'est que le début. Le processus de décomposition génère de la chaleur. Des milliards de micro-organismes digérant le bois produisent de l'énergie thermique comme sous-produit. Et la température à l'intérieur d'une plate-bande de bois en décomposition peut être de plusieurs degrés supérieure à celle du sol environnant. La saison de plantation arrive des semaines plus tôt car le sol est plus chaud à la surface. Les cultures sensibles au gel survivent plus longtemps en automne. Le bois chauffe la plate-bande de l'intérieur, créant un microclimat qui prolonge votre saison de croissance dans les deux sens sans un seul watt d'énergie artificielle. À mesure que le bois continue de se décomposer au fil des mois et des années, il nourrit une explosion de vie sous terre. Les champignons colonisent d'abord les bûches, envoyant des fils mycéliens blancs à travers le grain comme un réseau de communication souterrain. Les bactéries suivent. Les vers arrivent. Les coléoptères, les colamboles et les acariens élisent domicile de façon permanente. Le bois pourri devient un habitat, une ville où les organismes convertissent la matière organique brute en forme que les racines des plantes peuvent absorber directement. Une grande plate-bande de hugelkultur, construite avec des bûches substantielles, peut continuer à produire pendant une décennie ou plus avant que le bois ne se décompose complètement. Et quand c'est finalement le cas, ce qui reste est un sol profond, sombre et friable que les jardiniers décrivent systématiquement comme le meilleur milieu de culture avec lequel ils aient jamais travaillé. La plate-bande devient plus fertile chaque année, et non l'inverse. Cela seul brise toutes les hypothèses sur lesquelles repose l'industrie des engrais. Et puis, il y a la partie dont même les jardiniers expérimentés en hugelkultur parlent rarement. En janvier 2024, une équipe de l'université Northwestern a publié une étude sur ce qu'ils ont appelé une pile à combustible, alimentée par la Terre. Elle avait environ la taille d'un livre de poche et fonctionnait en récoltant les électrons libérés par les bactéries du sol lorsqu'elles digéraient la matière organique sous terre. La même espèce de bactéries qui colonisent chaque bûche enterrée. Le même processus de décomposition qui alimente chaque plate-bande de hugelkultur jamais construite. L'appareil a surpassé les technologies d'énergie du sol, comparables de 120%. Le chercheur principal a déclaré que tant qu'il y a du carbone organique dans le sol, pour que les microbes le décomposent, la pile à combustible pourrait potentiellement durer éternellement. Les piles à combustible microbiennes basées sur le sol ont été démontrées pour la première fois en 1911. Mais l'équipe de Northwestern a été la première à en faire fonctionner une de manière fiable dans des conditions extérieures réelles, avec un sol à la fois humide et sec. Pensez à ce que cela signifie pour une bûche enterrée. Tant qu'il y a du carbone organique dans le sol. Qu'est-ce qu'une bûche enterrée? Du carbone organique. Que font les bactéries lorsqu'elles la décomposent? Elles libèrent des électrons. Que créent les électrons circulant à travers un milieu conducteur? Un courant électrique. Le bois en décomposition dans votre potager est une batterie vivante. Elle fonctionne sous chaque forêt sur Terre, depuis avant l'existence des humains. Personne ne l'a emballée parce que personne ne pouvait la vendre. Mais le bois seul pose un problème. Les nutriments qu'il libère sont emportés par l'eau. La pluie entraîne les minéraux dissous vers le bas, à travers le profil du sol et hors de portée des racines des plantes. La fertilité fuit à moins que quelque chose ne la retienne. À 5000 miles au sud de ces fermes allemandes, au cœur de la forêt amazonienne, des scientifiques ont découvert des parcelles de terre si noires qu'elles semblent avoir été teintes à l'encre. Les habitants l'appellent Terra Preta de Indio, la terre noire des Indiens. Ces sols ne devraient pas exister. Le sol naturel de l'Amazonie est mince, acide et pauvre en nutriments. La chaleur tropicale décompose la matière organique si rapidement que presque rien ne s'accumule. Pourtant, ici, entouré par certaines des pires terres agricoles sur Terre, se trouvent des poches de terre si riches
qu'elles produisent de la nourriture en continu depuis plus de 2000 ans avec zéro apport chimique. La couche fertile atteint jusqu'à 2 mètres de profondeur. Elle contient 3 à 18 fois plus de carbone que le sol de la jungle qui l'entoure. Les villageois brésiliens l'extraient encore aujourd'hui et la vendent comme terreau de qualité supérieure. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu pour savoir si c'était naturel ou créé par l'homme. Puis les archéologues ont trouvé des tessons de poterie, des arêtes de poissons et la signature chimique indubitable de charbon de bois produit délibérément tout au long du profil du sol. Les peuples autochtones d'Amazonie l'avaient conçu exprès. Ils prenaient du bois, le chauffaient dans des fosses à faible teneur en oxygène pour chasser les huiles volatiles et produisaient du charbon de bois, non pas des cendres, mais un solide stable, poreux et riche en carbone que nous appelons aujourd'hui biochar. Ils le broyaient, le mélangeaient avec des restes de cuisine, des déchets de poissons, du fumier et des poteries brisées et l'intégraient à leurs parcelles de jardin au fil des générations. Avant que ces sites ne soient correctement documentés, la plupart des historiens niaient que l'Amazonie puisse abriter de grandes civilisations sédentaires. Ils regardaient la mauvaise terre. Voici le détail qui devrait changer votre façon de penser au charbon de bois. 1 gramme de biochar à base de bois contient jusqu'à 300 mètres carrés de surface interne. Sous un microscope, le charbon de bois ressemble à un nid d'abeilles de minuscules tunnels et chambres creusées dans du carbone pur. Ces pores créent un habitat pour des milliards de micro-organismes qui décomposent la matière organique et fournissent des nutriments directement aux racines des plantes. Les pores retiennent l'eau dans un sol sablonneux qui se viderait en quelques heures. Et ils aèrent l'argile lourde qui étoufferait autrement les racines. Mais la propriété qui relie le charbon de bois au cuivre est électrique. Le biochar porte une forte charge de surface négative. Sa surface est couverte de groupes chimiques contenant de l'oxygène qui lui confère ce que les pédologues appellent une capacité d'échange cationique élevée. En langage clair, il agit comme un aimant pour les ions nutritifs. Les particules chargées positivement, le calcium, le potassium, l'ammonium, le zinc et le magnésium, sont attirées vers la surface du charbon de bois et y sont maintenues au lieu d'être emportées par la prochaine tempête de pluie. Le sol ordinaire laisse les nutriments s'infiltrer directement. Le biochar les attrape et les stocke directement dans la zone des racines. Et ce qui est crucial pour ce que nous construisons ici, des études évaluées par des pairs de plusieurs pays confirment que l'ajout de biochar au sol augmente de manière mesurable sa conductivité électrique. Vous ne vous contentez pas d'amender le sol avec des nutriments. Vous l'améliorez pour en faire un meilleur milieu électrique. Cette seule propriété est le pont entre le charbon de bois ancien et une découverte faite par un horloger écossais en 1841. C'est ici que l'histoire prend sa tournure la plus étrange. Il y a un autre détail concernant la terra preta qui la rend différente de tout le reste dans l'histoire de l'agriculture. Le sol se régénère de lui-même. Les agriculteurs brésiliens rapportent que la terra preta repousse d'environ 1 cm par an. Les scientifiques confirment que le biochar crée un environnement microbien si favorable que la communauté attire continuellement de nouvelles matières organiques dans la structure du sol. Les feuilles fraîches tombent, les microbes les colonisent, les décomposent et incorporent le carbone dans la matrice de charbon de bois existante. Le sol se construit de lui-même sans intervention humaine. C'est le contraire de tous les systèmes agricoles utilisés aujourd'hui. Lorsque vous ajoutez du bois enterré sous le charbon de bois, vous nourrissez le système par le bas, tandis que la nature le nourrit par le haut. La fertilité se multiplie plutôt que de décliner. Alexander Ben a pris une plaque de zinc et une plaque de cuivre, les a enterrées à environ 1 mètre de distance dans un sol humide et les a reliées avec un fil. Le sol a produit environ 1 V de courant continu stable. Le zinc est plus réactif que le cuivre. Lorsque les deux métaux se trouvent dans un milieu contenant des ions dissous, le zinc commence à perdre des électrons.
Ces électrons circulent à travers le fil jusqu'au cuivre, produisant un courant utilisable. Sous terre, le sol humide transporte des ions chargés entre les plaques pour fermer le circuit. Bahn a utilisé ce courant pour alimenter la première horloge électrique au monde. Son brevet britannique, numéro 8783, en décrit chaque détail. L'appareil a fonctionné pendant des mois sans remontage, sans remplissage, sans entretien. Juste un courant silencieux tiré de la chimie sous ses pieds. En quelques années, les compagnies de télégraphe de toute la Grande-Bretagne ont adopté le même principe. Elles ont enterré des plaques de cuivre et de zinc sous les stations relais et ont utilisé le sol comme conducteur de retour. La méthode de retour par la Terre a réduit de moitié le fil de cuivre nécessaire. Les stations le long du chemin de fer d'Édimbourg à Glasgow fonctionnaient sur le courant tiré du sol. Mais voici le détail qui aurait dû lancer une révolution agricole, et qui ne l'a jamais fait. Les employés du télégraphe et les agriculteurs locaux ont remarqué que l'herbe poussant directement au-dessus des plaques enterrées était différente. Plus sombre, plus épaisse, plus haute. Pas d'une petite marge, assez évidente pour être repérée de loin. Un chef de gare du Yorkshire a signalé une bande verte luxuriante longeant une ligne de retour enterrée. Alors que l'herbe de chaque côté était ordinaire et pâle, l'observation s'est répétée à travers l'Angleterre et l'Écosse. Partout où le sol transportait du courant entre deux métaux enterrés, personne n'a publié d'article. Personne n'a envoyé de chercheurs. Personne n'a relié l'herbe verte à la batterie enterrée. L'observation a été transmise de bouche à oreille, puis discrètement oubliée, mais pas entièrement. En 1918, le ministère britannique de l'Agriculture a créé le comité d'électroculture pour enquêter officiellement sur la question de savoir si la stimulation électrique pouvait augmenter les rendements des cultures. Le comité comprenait des physiciens, des biologistes et des ingénieurs électriciens. Ils ont mené des essais sur le terrain pendant près de 2 décennies à travers l'Angleterre et l'Écosse. Leurs conclusions réparties dans 18 rapports intermédiaires ont documenté ce que les employés du télégraphe avaient remarqué de leurs propres yeux. Selon les propres mots du comité, les champs électriques avaient une influence très marquée sur le développement de la croissance des plantes. Les résultats étaient suffisamment significatifs pour qu'une question sur le travail du comité soit soulevée à la Chambre des communes en 1924 et consignée dans le Hansard, le compte rendu parlementaire officiel. Puis, en 1936, le comité a été dissous. Les rapports ont été classés aux archives nationales de Kew sous la référence MAF 33913. Une partie du matériel a été classée confidentiel. L'universitaire David Kinahan de l'University College de Londres a par la suite fait des recherches sur le travail du comité et a conclu que l'effet de l'électroculture était réel et que le comité avait été supprimé en raison de pressions économiques. 1936 n'était pas une année choisie au hasard. C'était la période exacte où les engrais synthétiques se développaient à travers l'Europe et où les revenus de l'agriculture chimique s'accéléraient. Une courbe montante, l'autre discrètement enterrée dans des archives. La trace écrite est toujours là. Les numéros de dossier sont enregistrés. La question parlementaire est dans le Hansard. Et un tuyau en cuivre à 2 $ posé dans un sol enrichi en biochar, au-dessus de bois en décomposition, fait à une échelle miniature exactement ce que ce comité a passé 18 ans à documenter. Maintenant, relions les 3 couches. Le bois enterré se décompose, génère de la chaleur, stocke l'eau et nourrit une explosion de bactéries qui libèrent des électrons en digérant le carbone organique. C'est votre moteur biologique. La couche de biochar se trouve au-dessus du bois, captant chaque ion nutritif que la décomposition libère, retenant l'eau dans ses pores, hébergeant la vie microbienne dans ses tunnels et augmentant la conductivité électrique du sol environnant. C'est votre aimant à nutriments et votre pont électrique. Le tuyau en cuivre se trouve dans la zone des racines au sommet, dans un sol de jardin humide et légèrement acide, ce que sont naturellement la plupart des plates-bandes de légumes.
La surface du cuivre se corrode lentement, libérant des ions cuivre de plus dans le sol immédiatement environnant. Ces ions font trois choses documentées simultanément. Premièrement, ils fournissent le micronutriment cuivre directement aux racines des plantes sous la forme ionique que les plantes absorbent. Le cuivre est essentiel à la production de chlorophylle, à l'activation des enzymes et à la synthèse de la lignine qui renforce les parois cellulaires. Les plantes ayant suffisamment de cuivre résistent plus efficacement à la pénétration fongique. Les tomates, les betteraves, les carottes, les oignons et les épinards ont tous des besoins en cuivre supérieurs à la moyenne. Deuxièmement, les ions cuivre créent une zone antimicrobienne localisée. C'est le mécanisme identique sur lequel un professeur de botanique français nommé Pierre-Marie Alexis Millardet est tombé par hasard dans un vignoble bordelais en 1885 lorsqu'il a remarqué que les vignes peintes avec du sulfate de cuivre pour dissuader les étudiants voleurs de fruits résistaient à un fléau fongique dévastateur qui avait détruit toutes les vignes non traitées autour d'elles. Son mélange, publié la même année, a augmenté les rendements des pommes de terre de 64% au cours d'une étude de 20 ans dans le Vermont. La famine de la pomme de terre en Irlande dans les années 1840, qui a tué 1 million de personnes, a été causée par exactement le genre de maladie fongique que la bouillie bordelaise aurait prévenue. La découverte de Millardet est arrivée 40 ans trop tard pour l'Irlande. Troisièmement, la partie exposée du tuyau au-dessus de la ligne du sol agit comme une barrière passive contre les limaces et les escargots. Ce lien entre le cuivre et les mollusques remonte à des siècles. Les navires de Christophe Colomb avaient leur coque recouverte de cuivre à la fin des années 1400, spécifiquement pour empêcher les mollusques xylophages de détruire le bois. La marine britannique a standardisé le revêtement en cuivre sur l'ensemble de sa flotte en 1780. La même réaction électrochimique qui protégeait la coque d'un navire de guerre est ce qui empêche une limace de traverser le tuyau de votre jardin aujourd'hui. Les limaces utilisent une protéine à base de cuivre appelée hémocyanine pour transporter l'oxygène. Contrairement aux mammifères qui utilisent de l'hémoglobine à base de fer, cela les rend extraordinairement sensibles au cuivre externe. Lorsque le mucus d'une limace touche le cuivre, les sels dissous agissent comme un électrolyte. Le cuivre agit comme une électrode, et le corps de la limace agit comme l'autre. Cela génère 0,5 à 1 volt à travers l'animal, soit environ les 2-3 d'une pile AA. La limace se rétracte immédiatement et ne revient pas. Un tuyau, 3 fonctions prouvées, 0 coût récurrent. Mais voici pourquoi on ne vous a jamais enseigné tout cela dans une jardinerie. Fritz Haber et Karl Bosch ont percé le secret de la production industrielle d'ammoniac en 1909. En 1913, la première usine fonctionnait. Ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures pouvait désormais être livré dans un sac. Les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars en engrais synthétiques en 1945. En 1975, ce chiffre a dépassé les 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'industrie mondiale des engrais pèse plus de 200 milliards de dollars par an. Le marché des pesticides ajoute 60 milliards de dollars supplémentaires. Les deux dépendent d'achats répétés chaque saison. Un système permanent enterré dans le sol n'avait pas sa place dans cette économie. La bouillie bordelaise, que n'importe quel agriculteur pouvait mélanger à partir de 2 produits chimiques de base bon marché, a été remplacée par des produits synthétiques brevetés à partir des années 1930. Les premiers essais ont montré que les nouveaux composés n'augmentaient les rendements que de 23 à 35% par rapport à la bouillie bordelaise, tandis que la bouillie bordelaise seule offrait des augmentations de 64% par rapport aux cultures non traitées. Les remplaçants étaient souvent moins performants, mais ils généraient des revenus de licence. Le cuivre a été recadré comme étant obsolète. La conversation est passée de la biologie du sol à la chimie du sol. Aujourd'hui, le cuivre est le 3e fongicide le plus utilisé au monde.
La Californie à elle seule en applique 6 millions de livres par an. L'industrie sait que le cuivre fonctionne. Ils préfèrent le vendre dans des bouteilles de marque. Dans l'Union européenne, les régulateurs ont plafonné le cuivre pour les fermes biologiques, citant des préoccupations d'accumulation légitimes à l'échelle industrielle. Mais un tuyau libérant des ions traces dans une seule plate-bande surélevée est séparé de 6 millions de livres de pulvérisation par des ordres de grandeur. Maintenant, construisons-le. Tout d'abord, 3 règles de sécurité qui peuvent sauver toute votre plate-bande si vous les suivez et la ruiner si vous les ignorez. N'utilisez jamais de bois traité sous pression. Il contient de l'arsenic et des composés de cuivre chromaté conçus pour tuer la vie biologique. Et c'est le contraire de ce que nous construisons. N'utilisez jamais de bois de noyer noir. Il libère un produit chimique appelé juglone, qui est mortel pour les tomates, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre et la plupart des autres légumes du jardin dans sa zone racinaire. Et n'utilisez jamais de bois peint, teint ou verni. Les revêtements contiennent des solvants et des métaux lourds qui s'infiltreront dans le sol où vous cultivez de la nourriture. Tenez-vous-en au bois dur propre et non traité, et vous éliminerez tous les risques majeurs. Vous avez besoin de 3 choses: du bois mort, du charbon de bois concassé et un tuyau en cuivre. Couche 1. La fondation. Creusez votre plate-bande à 2 pieds de profondeur. Posez les plus grosses bûches et branches au fond. Le chêne, l'érable, le bouleau, le bois d'arbre fruitier ou l'aulne fonctionnent tous bien. Évitez le cèdre et le séquoia, qui se décomposent si lentement qu'ils bloquent le processus pendant des années. Le bois idéal a déjà commencé à se ramollir et à montrer les premiers fils blancs de colonisation fongique. Cela signifie que le moteur de décomposition est déjà en marche. Remplissez les espaces avec des bâtons plus petits et des copeaux de bois. Recouvrez d'une fine couche de feuilles, de tonte de gazon ou de restes de cuisine pour l'azote. C'est votre réservoir d'eau, votre moteur thermique et votre pile à combustible microbienne. Couche 2. La zone de charbon de bois. Vous avez 2 options ici. La voie facile consiste à acheter un sac de charbon de bois dur en morceaux dans n'importe quelle épicerie ou quincaillerie. N'utilisez jamais de briquettes. Elles sont compressées avec des liants, des charges et des produits chimiques d'allumage qui n'ont pas leur place dans un potager. La voie gratuite consiste à fabriquer le vôtre. Prenez un fût en acier ou une vieille poubelle en métal et percez 8 à 10 trous près du fond pour la circulation de l'air. Remplissez-le de branches de bois dur sec et de restes de bois, non traités uniquement. Allumez le haut, pas le bas. C'est ce qu'on appelle une combustion à tirage ascendant allumée par le haut. Le feu brûle vers le bas à travers le bois, tandis que l'oxygène l'alimente vers le haut à travers les trous, carbonisant le bois sous le front de flamme en charbon de bois au lieu de le réduire en cendres. Lorsque le bois est devenu noir mais conserve encore sa forme, arrosez le tout avec de l'eau pour arrêter la combustion. Faites cela à l'extérieur dans une zone dégagée, loin des structures, des clôtures et de la végétation sèche. Gardez un tuyau ou un seau d'eau à portée de main à tout moment. Ne tentez jamais cela dans un espace clos. Laissez le charbon de bois refroidir complètement avant de le manipuler. Brûlez en toute sécurité. Quelle que soit la façon dont vous vous procurez votre charbon de bois, écrasez-le en morceaux de la taille de gravier. Avant d'enterrer tout biochar, vous devez le charger. Le charbon de bois frais est chimiquement affamé. Sa surface massive absorbera initialement les nutriments du sol environnant, affamant temporairement vos plantes au lieu de les nourrir. Faites tremper le charbon de bois concassé dans du thé de compost, des turicules de verre dilués ou une émulsion de poisson diluée pendant au moins 48 heures. Cela charge les pores de nutriments et de microbes bénéfiques afin que le charbon de bois commence à donner au lieu de prendre. Étalez ce biochar chargé sur 4 à 6 pouces de profondeur au-dessus de la couche de bois. C'est votre aimant à nutriments.
votre ponte électrique et votre habitat microbien permanent. Il ne se décomposera pas. Il survivra au bois, au cuivre et probablement à la clôture autour de votre propriété. Couche 3. La zone des racines. Recouvrez le charbon de bois de 6 à 8 pouces de votre meilleur sol de jardin. C'est là que vous plantez. Maintenant, prenez une section de 12 à 18 pouces de tuyaux en cuivre de type M, l'épaisseur de paroi la plus fine et la moins chère, dans n'importe quelle quincaillerie. Éraflez la surface avec du papier de verre pour enlever la couche d'oxyde qui ralentit la libération des ions. Percez 6 à 10 trous d'1/4 de pouce dans les 2-3 inférieurs du tuyau pour augmenter le contact de surface avec l'humidité du sol. Enterrez-le verticalement au centre de la plate-bande avec 4 à 6 pouces dépassant de la ligne du sol. Cette partie exposée est votre barrière contre les limaces. La partie enterrée est votre système de distribution de micronutriments et votre bouclier antifongique. Un tuyau par plate-bande de 4 ou 28 pieds. Le cuivre. N'en faites pas trop. Le cuivre est un micronutriment, pas un macronutriment. Plus n'est pas mieux. En option, enfoncez un seul clou en zinc galvanisé dans le sol à 8 à 12 pouces du tuyau et à 6 pouces de profondeur. Le zinc est un autre micronutriment végétal essentiel requis pour la production de l'hormone de croissance auxine. L'humidité entre le cuivre et le zinc crée un circuit galvanique. La même réaction que Bahn a documentée en 1841, et le sol enrichi en biochar entre eux est un électrolyte supérieur. Un multimètre pressé contre les deux métaux devrait indiquer entre 0,8 et 1,1 volts. Limitez cela à une paire par plante. Un excès de zinc s'accumule et stressera les racines et nuira au ver de terre. Lorsque le clou est visiblement corrodé et que la tension chute en dessous d'un demi-volt, remplacez-le par un neuf. Le côté cuivre dure des années. À quoi s'attendre saison après saison? Au cours du premier mois, le bois commence à absorber l'eau de pluie et le cuivre commence à interagir avec l'humidité du sol. D'ici 6 à 8 semaines, le sol près du tuyau s'assombrit légèrement, car les propriétés antimicrobiennes du cuivre suppriment les agents pathogènes du sol. Les dégâts causés par les limaces chutent immédiatement, car la barrière hors sol fonctionne dès le premier jour. À la fin de la première saison complète, les plantes les plus proches du tuyau devraient montrer nettement moins de mildiou et d'infections par rapport aux plantes sur les bords de la plate-bande. Au cours de la deuxième année, la couche de bois atteint son rythme de croisière en tant que réservoir d'eau. De nombreux jardiniers signalent des besoins en irrigation considérablement réduits. Le biochar continue de capter et de retenir les nutriments, construisant une zone racinaire plus riche, mois après mois. À partir de la troisième année, la plate-bande commence à se comporter comme la terra preta, devenant plus fertile plutôt que moins, produisant des rendements plus élevés avec moins d'intrants. Mais ne nous croyez pas sur parole. Suivez vos résultats. C'est ce qui sépare une expérience de jardinage d'un vœu pieux. Achetez un réfractomètre bon marché et mesurez les lectures Brix sur les feuilles de vos plantes toutes les 2 semaines. Le Brix mesure les sucres et les solides dissous dans la sève de la plante, un indicateur direct de la densité nutritionnelle et de la santé globale de la plante. Un Brix plus élevé signifie des plantes plus saines qui sont également plus résistantes aux parasites et aux maladies. Prenez des mesures de tension de votre paire de cuivre et de zinc avec un multimètre numérique de base. Appuyez une sonde sur le cuivre et une sur le zinc. Vous devriez voir 0,8 à 1,1 volt. Si elle chute en dessous d'un demi-volt, le zinc doit être remplacé. Photographiez vos plantes à côté d'une règle ou d'un bâton de mesure chaque semaine afin d'avoir un enregistrement visuel de la croissance. Pesez votre récolte à la fin de la saison sur une balance de cuisine. Et surtout, faites une rangée de contrôle. Plantez les mêmes graines dans le même sol, avec la même lumière du soleil et la même eau, mais sans le bois, sans le charbon de bois et sans le cuivre.
Laissez les deux plates-bandes pousser côte à côte. Laissez les chiffres raconter l'histoire. Documentez tout. Partagez les résultats dans les commentaires. C'est ainsi que l'observation dans l'arrière-cour devient une science reproductible. C'est ainsi que nous reconstruisons la base de preuves qui a été classée dans des archives gouvernementales il y a 90 ans. Maintenant, évaluons le coût. Un sac de fongicides synthétiques coûte de 8 à 15 dollars et nécessite une réapplication 4 à 6 fois par saison. Les granulés anti-limaces coûtent de 10 à 15 dollars par saison. Les suppléments de micronutriments en cuivre coûtent de 8 à 12 dollars. Ajoutez du compost et vous êtes à 60 dollars, jusqu'à plus de 100 dollars par an pour une seule plate-bande surélevée. Sur 10 ans, 600 à 1000 dollars. Quelques bûches mortes ne coûtent rien. Un sac de charbon de bois coûte 4 dollars. Un tuyau en cuivre coûte 2 dollars. Un clou en zinc coûte quelques centimes. L'installation totale est inférieure à 10 dollars. Sur 10 ans, moins de 10 dollars contre potentiellement 1000 dollars. C'est tout un modèle économique qui s'effondre face à une expérience à 10 dollars. Chaque couche nourrit les autres. Le bois alimente la biologie par le bas. Le charbon de bois maintient la chimie en place. Le cuivre et le zinc stimulent la distribution des oligo-éléments à travers la zone des racines. L'eau est stockée par le bois et libérée à la demande. La chaleur rayonne vers le haut à partir de la décomposition. Le biochar augmente la conductivité électrique, ce qui renforce la réaction galvanique. Le bois fournit du carbone organique aux microbes qui génèrent de l'électricité biologique. L'eau maintient la cellule galvanique et la communauté microbienne en fonctionnement. Retirez n'importe quelle couche et les deux autres fonctionnent toujours. Combinez les trois et vous obtenez quelque chose qui se multiplie d'année en année au lieu de s'épuiser. La preuve se trouve dans la forêt amazonienne depuis plus de 2000 ans. Les sols de terra preta, créés avant l'Empire romain, sont encore fertiles aujourd'hui. Le charbon de bois est toujours dans le sol. La seule chose qui a changé, c'est qui contrôlait la conversation sur la façon dont la nourriture devrait être cultivée. Chaque personne qui construit l'une de ces plates-bandes est un client de moins qui achète 4 produits distincts chaque saison. Si vous pensez que cela vaut la peine d'être partagé avec quelqu'un qui jardine, faites-le. Vous leur remettez des informations qu'une industrie entière a passé des décennies à garder invisibles. Nous construisons une chaîne autour d'une idée, que les outils les plus efficaces pour cultiver de la nourriture ont déjà été découverts, ne coûtent presque rien et ne sont presque jamais ce qui est annoncé. Nous déterrons la science qui a été enterrée et la remettons à sa place, dans votre sol, pour faire pousser votre nourriture. Et dans la prochaine vidéo, nous lèverons le voile sur la technique d'arrosage la plus supprimée de l'histoire de l'agriculture. Une méthode ancienne qui n'utilise aucune électricité, aucune pompe et aucune pièce mobile pour fournir de l'eau directement aux racines des plantes sous terre pendant des semaines à la fois. Une civilisation dans le désert le plus aride de la Terre l'a utilisée pour soutenir l'agriculture pendant 3000 ans. Les Espagnols ont brûlé tous les manuels qu'ils ont pu trouver. Une étude universitaire moderne l'a testée contre l'irrigation goutte à goutte et a révélé qu'elle utilisait 70% d'eau en moins avec des rendements égaux ou supérieurs. Nous avons retrouvé les recherches originales et nous allons vous montrer comment en construire un pour moins de 5 dollars à partir d'un seul morceau d'argile non émaillé. Ne le manquez pas. Si cette révélation sur ce qu'une poignée de charbon de bois, une bûche morte et un tuyau en cuivre à 2 dollars peuvent faire à votre sol, à changer votre façon de penser à la culture de la nourriture, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous nous consacrons à l'excavation de l'histoire et des secrets biologiques qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons ensemble les graines d'un avenir plus autosuffisant. Le prochain trésor caché de la sagesse agricole sera révélé très bientôt.